Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode 25, ouais 25, un quart de 100, ça fait plaisir, sur cette belle vue de wagon comme Alfred. Eh ben écoutez, bienvenue, voilà, et tout de suite, introduction. Et donc au vu de cet épisode un petit peu spécial, j'ai l'inspiration qui est revenue avec le soleil et les températures supérieures à presque 10 degrés. Attention, on en profite. J'ai un petit sujet de vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, s'acheter une moto pour débuter à environ 1000 €. Voilà, on va attaquer ce petit top. Alors c'est pas un top dans l'ordre ou quoi que ce soit. Là, la petite liste que je vais vous donner, c'est des cylindrées, on va dire moyennes, 5 ou 600 cm3, ça dépend. J'en ai choisi une petite paire que j'ai déjà entendu parler. Je me suis un petit peu renseigné sur les avis de ce que ça valait. Elles sont grosso modo toutes fiables. C'est-à-dire que à partir du moment où l'entretien est fait, que vous avez des factures d'entretien, que le mec respecte entre guillemets sa machine, toutes les motos sont fiables. Après, il y en a qui sont prédestinées à être un peu plus fiables que d'autres, mais elles sont grosso modo toutes fiables. On va faire une petite liste des points à vérifier sur de base toutes les motos et un peu plus sur ces motos d'occasion. Du fait que ce sera des motos à fort kilométrage, regardez bien les compteurs. Si une CB500 par exemple, parce que je prends l'exemple de la mienne parce que je connais un petit peu ce modèle, une CB500 à 17 000 km à 1000 €, c'est peut-être que le compteur il a déjà fait un tour, parce que vous voyez c'est des compteurs à 5 chiffres à 100 000 km, ça revient à 0. Donc renseignez-vous là-dessus, regardez si maintenant il y a des factures, c'est peut-être con, mais sur les kilométrages des factures, si c'est fait en garage, il y a les kilomètres souvent dessus. Donc si vous avez des factures avec 80-90 000, méfiez-vous, hein, ça peut être intéressant de vérifier ça. Ensuite, on va vérifier tout ce qu'on vous aura appris en auto-école. Donc c'est-à-dire les joints spi, les caches poussières, l'état des tubes de fourche, pas rayés, pas rouillés. On va regarder déjà un petit peu tout ça. On va regarder les plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein, je vais vous mettre une petite image. Pour l'usure, c'est simple, il y a des rainures dedans. Si ces rainures ne sont plus visibles, elles sont bonnes à changer. C'est un point simple à vérifier, il faut un peu se pencher, avoir le coup d'œil, mais c'est le plus facile à vérifier. Pour les disques, il faudra un pied à coulisse ou un pointeau, j'ai plus le nom, mais il vous faudra ça. Voilà, il vous faut ça. Et donc pour ce qui est freinage, il y a ça. On peut regarder aussi éventuellement si sur les factures, si le liquide de frein a été changé. Parce que ça c'est pareil, ça change, parce que ça prend de l'humidité et puis ça perd sa qualité au fur et à mesure du temps. On va pouvoir regarder aussi les pneumatiques. Alors les pneumatiques, bien sûr, hein, il y a le témoin, il y a l'usure générale, hein, donc pas de pneus déchirés ou fendus ou quoi que ce soit, ça peut arriver sur les côtés, hein. Et aussi l'âge du pneu. Alors l'âge du pneu c'est très simple à vérifier, il y a un petit cartouche dessus. Attendez, je vais remettre mon GPS droit. Attention, si vous achetez une moto à 1000 €, il va falloir s'attendre à faire des frais dessus. Alors pas des millions de frais, mais si vous en sortez grosso modo pour 100 ou 200 €, on est plutôt pas mal. Ce top ne prend pas compte du prix de la carte grise, des 3 premiers mois d'assurance, on parle juste de l'achat de la moto. Et donc pour commencer ce top 1000 €, on va bien sûr commencer par le CB500, voilà. La meilleure moto à acheter pour 1000 €. Ouais, on commence à en trouver. On commence à trouver des 500S ou des 500 pour 1000 €. C'est largement faisable. Après, il faut faire gaffe. Il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention, notamment l'état de l'entretien, s'il y a une remise en route à faire, et puis au butée de direction, parce que c'est souvent des anciennes motos de moto-école. Et on peut tomber sur des anciennes moto-écoles, donc avec des butées de direction limées. Je dis limé, pas cassé. C'est-à-dire que si votre guidon touche le réservoir des deux côtés de manière pareille, c'est normal. C'est que vos butées de direction ont été limées. De toute façon, ça se voit. S'il y en a une qui est limée ou cassée, ça se voit. Ensuite, là-dessus, après, comme tout le reste, il faut faire attention à tout ce qu'on vous a appris au permis moto. Vérifiez bien tous ces points, j'insiste. On oublie souvent 2-3 choses et puis après on se rend compte que putain merde, un joint spi qui fuit ou des trucs comme ça, vous voyez, ou j'ai un pneu qui a 15 ans, ça peut arriver aussi. Attention, sur les CB500, seuls les modèles en PC32, donc en version PC32, sont bridables administrativement. C'est-à-dire que les anciennes versions en PC26, c'est malheureusement les mêmes moteurs, les mêmes châssis, et ils ne sont pas bridables.
C'est un peu la merde, c'est un peu con, mais c'est pour ça qu'ils sont moins chers. Pour les reconnaître, c'est très simple. Les 500 PC26 ont un frein à tambour à l'arrière. Voilà, c'est très simple à reconnaître. Aussi, quand vous achetez une moto, lors de l'essai, essayez de faire un tour en sac de sable en premier derrière le propriétaire. Voir comment lui, il gère la moto. Si vous voyez que le mec il démarre la moto et qu'il vous montre le rupteur de première, le bruit qu'il fait, comment c'est sympa, et ben vous verrez comment c'est sympa de laisser une moto dans le garage de l'acheteur, hein, parce que c'est pas une moto qui sera fiable. Dans la gamme des 500, on a le 500 GSE, le R5 de chez Kawasaki, le CB500 et le GPZ. Donc toutes ces motos se ressemblent beaucoup, je sais, mais ont grosso modo la même base, un bicylindre en ligne verticale de 500 cm3 qui développe à plus ou moins 3 chevaux près, 60 chevaux. Hein. C'est des motos qui vont être relativement fiables, vous ne serez pas emmerdé avec. Vous faites attention quand même lors de l'achat, tout ça, mais sinon vous ne serez pas emmerdé avec. Ça consomme pas grand chose, ça revient pas cher en assurance, les pièces sont pas excessivement chères. Je veux dire, voilà, vous avez de quoi vous amuser largement. Après, il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que un 500 bridé, c'est pas la joie, surtout les vieux, parce que les vieux, vous êtes bridés à 34 chevaux. Hein, donc voilà, on a tendance à se faire un petit peu chier avec ça. Pour ce qui est de la gamme des 600, alors, j'ai pu regarder deux modèles de 600, donc on a le 600 Phaser et le 600 Diversion, donc le XJ6N. Et voilà, donc on a ces deux modèles de 600 qui sont apparemment plutôt pas mal. Je me suis renseigné un petit peu sur les forums. Vous pouvez en trouver pour 1000 € sans trop de problème, mais toujours avec quelques frais. Hein. On n'oublie pas qu'on achète une moto à 1000 €, donc il ne faudra pas s'étonner si on achète une moto à 70 000 km. Si vous achetez une petite bouse que vous gardez pendant 2 ans en attendant de faire votre passerelle, bah moi je dis pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas du genre à faire 15 000 km par an ou des trucs comme ça, ouais, franchement, foncez. Hein. CB500, vous achetez ça à 1000 €, des fois un petit peu plus, mais c'est le genre de moto que vous pouvez revendre au prix où vous l'avez acheté, si vous ne lui avez pas mis 20 000 bornes. Hein. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des 600, la seule 600 malheureusement que je peux vous déconseiller, certains vont être déçus, certains vont m'insulter, mais c'est le Bandit 600. Parce que pour 1000 €, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Elles ont toutes 50 000 km, pas beaucoup plus. Et elles sont toutes pour pièces. Voilà. Il y en a très très peu de roulantes. À ce qui paraît, le Bandit 600, tu lui mets 50 000 bornes. Puis tu peux changer les coussinets de bielle, tu peux tout changer. Donc le Bandit 600, bof. C'est dommage parce que je peux comprendre qu'on ait envie d'un 4 cylindres qui fasse un joli petit bruit, sympa, machin et tout. Mais si c'est pour être emmerdé avec, franchement, ça vaut pas trop le coup. Hein. Donc le Bandit 600, non, je ne valide pas le Bandit 600, malheureusement. Ne m'insultez pas. Je me fie simplement au Bon Coin. Et vous regardez, sur le Bon Coin, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Après, pour 1000 €, on va pas se leurrer, il n'y a pas des millions de motos non plus. Mais on commence à en trouver avec des petites bricoles à faire dessus. Donc voilà, 500 CB500, 500 GSE, GPZ, ER5. Ça c'est pour la gamme des 500. Vous pouvez commencer à trouver des trucs assez sympathiques. Pour ce qui est des 600, bah on a la XJ6 et on a le 600 Phaser. Hein. De mémoire, alors je me suis renseigné, j'ai pas pu tout faire. Mais elles sont toutes bridables à deux. Hein. Alors attention, pareil, si votre carte grise n'est pas bridée, si votre moto n'est pas bridée, faudra le faire. Et en fonction de ça, ça peut vite grimper. C'est-à-dire qu'un bicylindre, en général, c'est pas très cher. Mais un 4 cylindres, vous regardez le prix de bridage des Bandits 600, oh, ça pique. Hein, qu'il soit à 1000 € ou pas, hein, mais ça pique. Hein. Donc voilà. Pour moi, le mieux, pour commencer, c'est un petit bicylindre pépère. Vous pouvez vous faire la main. Vous n'allez pas trop vous faire surprendre. Je peux que vous conseiller de commencer par un 500. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode 25 vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous fais à tous des bons gros V bien massifs des familles.